dans cette courte présentation, je voudrais évoquer deux points. D'abord, revenir sur qu'est-ce qu'était l'État rwandais au lendemain du génocide, afin de donner une sorte d'arrière-plan à notre discussion aujourd'hui. Et ensuite, bien souligner ce qu'apporte ce numéro dans la compréhension scientifique de la trajectoire de l'État depuis 1994. Mais avant cela, je voudrais peut-être évoquer un peu d'où est venue l'envie de faire ce numéro dans la revue politique africaine. Ça provient notamment du fait qu'en France, en fait, les travaux sur le Rwanda se concentrent avant tout sur le génocide et ses enjeux historiques, juridiques et mémoriels. Alors, donc, j'avais envie en fait de faire un numéro qui plutôt essaye de mettre sur le devant de la scène des travaux, surtout francophones, qui ne traitent pas directement du génocide, mais bel et bien de la trajectoire de l'État, et plus généralement d'essayer de ne pas renvoyer le Rwanda comme une étude de cas, toujours une étude de cas sur les violences de masse, mais aussi montrer que c'est une étude de cas qui peut nous apprendre des choses sur la formation de l'État, le développement, notamment. Et ça, c'est quelque chose notamment qu'on retrouve dans la littérature anglo-saxonne, où le Rwanda devient de plus en plus vu comme un cas d'école intéressant pour la construction de l'État et qui n'est pas toujours renvoyé à ce statut d'étude de cas de violence de masse. Et je trouvais ça aussi intéressant un peu de sortir le Rwanda de ça, si je puis dire. Alors, donc, dans une première partie, je voulais parler donc de l'État en 1994. Quand on parle de l'État rwandais aujourd'hui, on a tous un peu l'image d'un État efficace, de cette machine bien huilée, capable de mettre en place un projet hyper moderniste, de cet État rwandais qui reçoit régulièrement les louanges des institutions internationales. Rien que pour vous donner un exemple, à mon avis, assez illustratif, la Banque mondiale classe l'État rwandais comme l'État le plus efficace parmi les pays à faible revenu. D'ailleurs, le Rwanda, avec l'Éthiopie jusqu'à récemment, était un peu le symbole de l'État développementaliste africain, de cette Africa Rising. Et évidemment, avec ce qu'on voit en Éthiopie, c'est plus le cas pour ce pays. Mais en tout cas, voilà, on mobilise souvent l'exemple du Rwanda pour cela. Donc évidemment, quand on regarde l'État rwandais aujourd'hui, il est difficile de s'imaginer ce qu'était l'État rwandais en 1994. Quand le Front patriotique rwandais prend le pouvoir en juillet 1994, il met la main sur une coquille vide. Le gouvernement génocidaire s'est enfui avec les réserves monétaires du pays, avec les équipements du pays. Si jamais il n'a pas pu le faire, il a détruit systématiquement tous ses équipements, notamment les véhicules. L'État est vidé de ses agents qui ont soit fui, soit ont été tués. Dans l'introduction, je donne l'exemple d'un ministre qui disait qu'en août 1994, seuls 4% des agents de son ministère sont de retour en poste. Violaine Baratuk, dans son article, mentionne qu'un an après le génocide, le nombre de magistrats ne représente que 30% de ce même nombre avant le génocide, par exemple. Il ne faut pas aussi oublier que cette situation est d'autant plus difficile que certains membres du FPR, notamment parmi ses dirigeants, arrivent dans un pays, le Rwanda, qu'ils connaissent mal. Ils y sont nés, mais ils ont grandi à l'étranger. Et l'idée du Rwanda a été entretenue dans la diaspora, notamment par des pratiques culturelles, par les récits de leurs parents. Mais en termes, par exemple, de l'administration, c'est quelque chose qu'ils connaissent assez mal. Ils sont dans une situation délicate parce que malgré tout, ils doivent redémarrer la machine étatique pour venir en aide à la population, redémarrer le pays, si je puis dire, mais aussi asseoir leur légitimité aux yeux de la population, mais aussi aux yeux de la communauté internationale. Et je le disais, c'est une machine administrative qu'ils connaissent mal. Par exemple, des personnes que j'interviewais il y a de cela 3 ans à Kigali me disaient, qui étaient venus d'Ouganda, me disaient qu'ils ne pouvaient même pas lire les documents administratifs qui étaient en français. C'est juste pour vous donner un petit exemple. Et pour cela, le gouvernement a eu un certain nombre de solutions assez créatives pour ces problèmes. Par exemple, à l'est du pays, certains membres du FPR n'hésitaient pas à lancer des appels à la radio, à une radio qui émettait dans les camps de réfugiés limitrophes en Tanzanie, pour encourager
des fonctionnaires à revenir au pays pour les aider à redémarrer le pays, et ils cherchaient notamment des profils aux compétences aussi basiques que, par exemple, savoir taper à la machine. Euh, mais quand même, le redémarrage de la machine étatique a bénéficié de l'expérience des partis politiques non FPR qui sont membres de la coalition gouvernementale en 94, puisque un certain nombre de ces membres ont exercé des responsabilités avant le génocide. Et le FPR peut aussi s'appuyer sur la diaspora, notamment la diaspora en provenance du Burundi, dont certains de ses membres avaient travaillé pour l'État sous l'UPRONA au Burundi. Cependant, tout cela, donc évidemment, est dans un contexte de dénuement assez extrême. Je passerai sur les détails, mais évidemment, qu'on parle aux gens qui ont connu cette époque, on entend vraiment ces gens traumatisés qu'il y a dans les rues, ces groupes d'orphelins, ou aussi les problèmes de logement qui ont créé de nombreuses tensions entre les rescapés, les rapatriés, puis ceux qui reviendront du Zaïre par la suite. Évidemment, très peu de ressources financières, surtout qu'il y a la cruelle ironie de l'aide internationale qui, au début, se concentre avant tout sur les camps de réfugiés à l'extérieur du Rwanda plutôt que dans le pays lui-même. Donc, cette mise en perspective de l'État en 94 révèle, à mon avis, certaines spécificités du cas rwandais par rapport à d'autres situations post-conflit. D'abord, on a des dirigeants, en tout cas une majorité des dirigeants, en fait, qui sont assez peu familiers avec ce pays où, en tout cas, ils n'ont pas grandi. Et ça, c'est peut-être une exception parmi les rébellions armées victorieuses de la région. On peut penser au NRM de Museveni ou même au CNDD-FDD. Ici, ce sont donc des gens qui ont assez peu été dans le pays, qui ont grandi avec les récits de leurs parents, évidemment, du Rwanda. Mais par exemple, Paul Kagame a confié dans un livre n'être venu au Rwanda que 2 fois dans les années 70, pour vous donner une idée. Autre caractéristique de la situation après 94, c'est que lorsque le FPR en fait prend le pouvoir, il jouit d'une base de soutien extrêmement ténue auprès de la population. Il ne faut pas oublier que la population a été exposée à une idéologie anti-Tutsi de façon continue depuis 1959, mais aussi en fait à des discours très violents, parfois même animalisant donc le FPR pendant le génocide. Donc sa base populaire est évidemment assez ténue. C'est un régime qui est quand même un régime assiégé. Il y a encore des violences dans l'ouest du pays, et c'est un régime en quête de légitimité populaire. Et justement, cette quête de légitimité populaire aura, à mon avis, des conséquences sur la façon dont l'État se construit, et je vais y revenir dans quelques minutes. Après donc cet exposé sur l'État en 94, je voudrais vraiment maintenant souligner quelles sont les contributions de ce numéro à la compréhension du Rwanda aujourd'hui. Écoutez, clairement, ce numéro en fait vise à offrir une nouvelle grille d'analyse pour comprendre l'État, en se libérant de l'intentionnalisme en fait dont beaucoup de travaux, à mon avis, sur la trajectoire de l'État au Rwanda restent encore prisonniers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a eu beaucoup de tendances dans les travaux universitaires et moi-même également dans mes premiers travaux à expliquer l'État rwandais seulement à l'aune de l'intention de ses dirigeants. Et si vous voulez, quelque part, ce n'est pas du tout étonnant que le prisme de l'intentionnalisme soit privilégié pour analyser la trajectoire de l'État au Rwanda, au vu des efforts que le FPR a déployés pour construire l'État. Sa prise de pouvoir a en effet ouvert la voie à une série de transformations politiques, économiques et sociales spectaculaires. Certains auteurs utilisent même le terme de réingénierie sociale pour qualifier en fait la gouvernance sous le Front patriotique rwandais. Et donc, quelque part, ce n'est pas surprenant parce que, en fait, ce projet de transformation a été conçu par le FPR comme l'antidote sur le long terme au retour de la violence. Surtout, ça a été aussi identifié, ce projet de transformation, comme le mode de légitimation principal de son pouvoir. Je pense que le FPR a fait le pari
que face notamment en fait à des décennies de discours sur la minorité Tutsi, à toute la propagande que la population a reçue pendant la guerre civile, je pense que le FPR a aussi très vite compris que sa légitimation passerait par sa capacité de démontrer qu'il pouvait développer le pays pour tous, que ce soit évidemment Hutu ou Tutsi. Donc, l'ambition transformatrice du FPR, mais aussi l'espace politique dont il a disposé à partir de 1994, ont renforcé dans la recherche scientifique cet imaginaire d'un État rwandais tout-puissant, d'un État rwandais monolithique, fruit du volontarisme du gouvernement. Et c'est précisément cela que j'ai voulu en fait remettre en question à travers ce numéro. Il ne s'agit pas ici de nier le rôle majeur du Front patriotique rwandais dans ce qu'est l'État aujourd'hui. C'est évident. Mais à mon avis, ce n'est pas, j'ai envie de dire, toute l'histoire. C'est pour ça que ce dossier envisage l'État comme le fruit d'interactions et de négociations entre l'ensemble des acteurs sociaux. Et autrement, on ne voit pas juste l'État comme quelque part le produit de cette élite dirigeante, mais bel et bien le fruit en fait de négociations. Et c'est pour ça que, quelque part, dans l'introduction, j'ai voulu un peu promouvoir une grille de lecture un peu conceptuelle, inspirée de la distinction que font Berman et Lonsdale dans leur livre sur le Kenya and Happy Valley, où, en fait, ces auteurs font une distinction qui, à mon avis, est très utile quand on parle de l'État au Rwanda, entre, d'une part, construction de l'État et, d'autre part, formation de l'État. Alors, la première construction de l'État, en anglais state building, procède d'un effort délibéré à travers des politiques publiques et une idéologie de créer l'appareil étatique. C'est tout simplement comment en fait, la vision de l'élite dirigeante est traduite. C'est vraiment le projet de construction de l'État. La deuxième, formation de l'État, state formation, c'est un processus historique, en partie inconscient, et contradictoire, qui est le résultat donc de conflits, de négociations et de compromis entre différents groupes. Dit autrement, quelque part, la formation de l'État, c'est la construction de l'État, mais qui est filtrée par en fait différents acteurs qui essayent de capter et de se réapproprier cet effort de construction de l'État, un effort qui est aussi filtré par un ensemble de contraintes. Ce qui fait qu'en fin de compte, ce projet de construction de l'État, en fin de course, si je puis dire, on peut aboutir à un résultat qui est éloigné de l'intention de départ, et c'est ce qui me semblait intéressant à souligner dans le cas rwandais. Donc, autrement dit, le dossier veut mettre en exergue ce qui échappe à l'intentionnalité politique et qui produit des effets a priori non voulus, mais qui peuvent amplifier ou au contraire contrecarrer le projet de construction de l'État. Et comme vous le verrez, les trois auteurs qui sont ici aujourd'hui le montrent très bien dans différents secteurs. Donc, pour conclure, je voudrais revenir sur trois apports principaux que, à mon avis, ce dossier offre lorsque l'on regarde en fait la littérature scientifique sur l'État rwandais aujourd'hui. Tout d'abord, ce dossier permet d'éviter une certaine compression de l'histoire quand on parle de l'État au Rwanda. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on regarde les travaux sur l'État rwandais, on a des choses sur la période du génocide. C'est une période qui, évidemment, concentrait beaucoup d'intérêt académique. On a beaucoup de travaux sur ce qui s'est passé après 2005 au Rwanda, l'émergence d'un État peut-être développementaliste. Mais entre les deux, on n'a pas grand-chose. Et évidemment, beaucoup d'analyses ont un réflexe de juste tracer une ligne droite entre l'État tel qu'il était après le génocide et l'État aujourd'hui. Mais le problème de ça, c'est que ça peut renforcer une perception linéaire du changement, voire une certaine téléologie quand on parle de l'État rwandais. Et au contraire, dans ce dossier, en montrant comment l'État s'est formé en étant continuellement négocié, il montre justement que la trajectoire de l'État est tout sauf linéaire et que rien n'était joué d'avance au Rwanda. Et ça, par exemple, l'article de Violaine Baraduc sur la gouvernance pénitentiaire le montre très bien, en montrant que la gouvernance pénitentiaire est le fruit en fait de solutions pragmatiques et qui n'étaient pas nécessairement planifiées à l'avance. Deuxième contribution de ce dossier sur à la littérature scientifique sur l'État au Rwanda, c'est de questionner quelque part l'exceptionnalisme rwandais. C'est-à-dire que quand même, la littérature a un peu cette tendance à voir le Rwanda comme un cas exceptionnel avec ses spécificités.
Évidemment, il y en a, et notamment l'épisode génocidaire, quelque part, appelle cela aussi. Mais je pense qu'il faut un peu replacer, quelque part, le Rwandais dans une perspective comparative et voir un peu une image plus large. Notamment, cela, on le voit, si, comme ont fait les auteurs de ce dossier, par des études de terrain empiriquement très riches. Et ce que cela révèle, c'est un État qui est peut-être moins monolithique et moins autoritaire comparé à ce qui est normalement décrit dans la littérature scientifique. Ces auteurs montrent aussi une interpénétration de l'État et de la société, un phénomène que l'on observe non seulement en Afrique, mais ailleurs. Et on voit très bien que cela arrive au Rwanda aussi. On n'a pas, encore une fois, cet État tout-puissant qui planerait autour d'une pauvre population rwandaise qui n'a pas d'agencéité, d'agency. Et cette interpénétration entre la société et l'État, l'article de Guillaume Niquez, par exemple, est très éclairant en montrant ce phénomène au niveau de la petite corruption dans les transports urbains. Enfin, dernière contribution de ce dossier, c'est, je crois, de montrer les limites de la manière dont une partie des travaux académiques actuels opposent au Rwanda pouvoir étatique d'une part et résistance locale. Et justement, cette dichotomie, je pense, est très bien transcendée par l'article de Emar Bisoka. Le dossier, en effet, met en évidence, et je terminerai avec ça, que pouvoir et résistance au Rwanda se retravaillent l'un l'autre. Ainsi, je pense que le prisme de la formation de l'État, state formation dont je parlais, est utile parce qu'il révèle, et cela est bien vérifié par l'enquête empirique, il révèle que l'État rwandais est une entité elle-même contradictoire et qui parfois même agit contre elle-même. Voilà, écoutez, je vais terminer là. Merci beaucoup.